Ici Satou. Mon entreprise est située en Terre Sainte des Nerds, ce qui explique probablement pourquoi le restaurant le plus proche est un maître café. J'y allais tous les jours, donc être appelé « maître » ne me dérange pas vraiment. Plus précisément, poursuivit Arisa, je suis une ancienne japonaise réincarnée au royaume de Kuvork sans perdre le souvenir d'Arisa Tachibana. Êtes-vous aussi une réincarnation? Non, à en juger par vos cheveux noirs, je parie que vous avez été convoqué ici en héros. Ai-je tort, monsieur Satou? Ces informations rares n'indiquaient ni son nom japonais ni son statut d'ancienne japonaise. C'était logique, puisque mon statut n'indiquait ni mon vrai nom, Ichiro Suzuki, ni ma véritable nationalité. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes silencieuse tout d'un coup. Saviez-vous que vous êtes la deuxième japonaise que je rencontre ici? Mon regard se porta immédiatement sur Lulu endormie. Non, pas Lulu. Je n'ai jamais rencontré son arrière-grand-père, mais apparemment, il était japonais aussi. Les gènes peuvent être une chose terrible, tu sais. Si elle était née au Japon, elle aurait facilement pu devenir une idole célèbre avec ce physique. Comment ça? Je pensais qu'elle se dénigrait par désespoir. Elle doit être populaire ici, au royaume de Shiga, aussi, non? Je ne suis pas surpris que tu penses ça. Mais tu as entendu ce que Nidoren a dit, n'est-ce pas? Pour les gens de ce monde, cette fille n'est pas belle du tout. Tu utilises juste la magie psychique pour... Pas du tout. J'ai pensé qu'Arisa utilisait peut-être sa magie psychique pour masquer la beauté de Lulu et la protéger, mais elle m'a arrêté avant même que je puisse finir de lui demander. Selon les critères de beauté d'ici, elle a juste un visage plat et inexpressif, des lèvres fines, une peau pas assez pâle, et des fesses menues. On dirait qu'elle a été conçue pour avoir tous les traits disgracieux. Même si ça empêche quiconque de l'acheter comme esclave, au moins. Quoi? Attendez, si un visage japonais ne répondait pas aux critères de beauté, est-ce que ça ne voulait pas dire qu'on me trouverait laide aussi? Comme si mes pensées s'étaient clairement lues sur mon visage, poursuivit Arisa. Tu ne seras pas vraiment considéré comme beau, mais on dirait qu'on te voit comme un étranger comme les autres. Mais Lulu n'est pas seulement ordinairement peu attirante, c'est un véritable objet de dégoût. C'est étrange comme tout chez elle est légèrement décalé. On dit que les critères de beauté varient selon les lieux et les époques, mais là, ça semblait particulièrement malchanceux. Non, j'imagine que dans sa situation, c'était peut-être mieux ainsi. J'avais du mal à l'accepter, mais il fallait garder à l'esprit que les gens d'ici voyaient Lulu comme une jeune femme peu attirante. Apparemment, ayant terminé son histoire, Arisa changea de sujet. Alors, monsieur Satou, êtes-vous une transmigration ou un transfert? Arrêtez de m'appeler comme ça, s'il vous plaît. Comme vous voulez, maître. Normalement, Satou, me suffisait, mais elle insistait tellement sur la prononciation japonaise que j'avais peur d'oublier que mon vrai nom était Suzuki. Les autochtones d'ici le prononçaient plutôt comme « Sa-2 », peu importe, mais quand même. Mais revenons à la question. Lequel êtes-vous, maître? Quelle est la différence? Je répondis à la question d'Arisa par une autre. Ces deux termes m'étaient inconnus, alors je ne savais pas quoi lui répondre. Une transmigration est une âme décédée prématurément dans un accident ou autre dans le monde réel et réincarnée dans celui-ci. Un transfuge est enlevé dans ce monde contre sa volonté par invocation magique. Les héros, par exemple. Le mot « enlever » était chargé de connotations négatives, alors je ne savais pas trop à quelle catégorie il s'appliquait. Les transmigrations commencent-elles toujours avec des bébés? D'après les légendes, cela peut aussi arriver aux adultes, mais dans ce monde, cela n'arrive qu'aux bébés. Elle semblait terriblement sûre d'elle. Quand je lui ai demandé comment elle le savait. C'est ce que le dieu m'a dit quand je me suis réincarnée ici. Fut sa réponse. Elle a rencontré un dieu? Si quelqu'un disait une chose pareille au Japon, tout le monde autour de lui commencerait certainement à douter de sa santé mentale ou à faire semblant de ne pas le connaître. Alors un transfuge est invoqué sous sa forme originelle? Comme ses vêtements, ses biens, son apparence. Oui, j'ai entendu dire que leurs vêtements étaient les mêmes qu'au moment de leur invocation. Leur apparence aussi, bien sûr. Certes, mes vêtements étaient restés les mêmes, mais pourquoi avais-je rajeuni? Est-ce que c'est juste des oui-dire? J'ai entendu ça directement d'un héros de l'Empire des Sagas, donc je n'en doute pas. L'Empire des Sagas est le seul pays capable d'invoquer un héros d'un autre monde. Je me demandais si je pourrais trouver un moyen de rentrer chez moi en allant à l'Empire des Sagas. Je suppose que je devrais y retourner après avoir visité le royaume de Shiga. Et l'autre japonaise dont Arisa avait parlé plus tôt devait être cette héroïne. Bon, que lui dire? Lui dire la vérité sur ma situation ou la garder secrète? Elle pouvait manipuler les cœurs et les esprits avec sa magie psychique, mais c'était quand même la meilleure piste que j'avais trouvée jusqu'ici. Je vois, alors je ne suis peut-être ni l'un ni l'autre. Je faisais une sieste au travail et, à mon réveil, je me suis retrouvée dans un vaste désert. Tu n'as pas rencontré de Dieu? Pas de chance. Arisa croisa les bras, pensive. Il fallait vraiment que je la rhabille. Alors tu es arrivée au milieu d'un cercle d'invocation, c'est ça? Non, j'étais toute seule. Alors, tu as commencé à un niveau élevé?
Tu avais une magie infinie? Ou des tonnes de compétences? Non, j'ai commencé au niveau 1 et je n'avais que 10 points de magie. Aucune compétence non plus. Bon, je suppose que j'avais les icônes pluie de météores à usage limité. Vraiment? C'est incroyablement injuste, tu ne trouves pas? Zut. Maintenant, c'est moi qui suscite la sympathie et les questions. Bon, assez parlé de moi. Parle-moi de tes compétences, tes dons et tes capacités spéciales aussi. Juste pour te rappeler, c'est un ordre. Je répondrai même si tu ne me l'avais pas ordonné, tu sais. D'abord, ma compétence, magie psychique, est de niveau 5. Plutôt élevé, non? J'y ai investi tous les points de compétences que j'ai acquis depuis ma naissance. Tous? Arisa était niveau 11. Si ça fonctionnait comme pour elle, elle aurait dû avoir 110 points de compétences. 10 points ne suffiraient-ils pas pour maximiser une seule compétence comme magie psychique? Arisa, j'ai une question. Pose-moi ce que tu veux. Ma poitrine fait, pressant un oreiller sur la bouche d'Arisa pour masquer cette information superflue, je poursuivis mon enquête. Combien de points de compétence obtient-on en montant de niveau? Et combien de points faut-il pour améliorer sa compétence, magie psychique? Oh là là, c'est vraiment violent. À chaque montée de niveau, les points de compétence que j'obtiens sont généralement de second 6. Autrement dit, un dé à 6 faces lancé 2 fois. Donc entre 2 et 12, avec une moyenne de 7. Et le nombre de points nécessaires pour améliorer ma compétence magie psychique varie selon le niveau. Plus précisément, j'ai pris note des informations d'Arisa dans la section mémo du menu réseau. Qu'est-ce que cela signifiait? Il y avait une énorme différence entre les points de compétence que nous obtenions en montant de niveau et le nombre nécessaire pour améliorer une compétence. Mon cas était-il unique, ou y avait-il un système? Il y a un problème? Demanda Arisa, l'air anxieux. Non, ça va. Elle semblait inquiète, mais j'ai éludé la question. Si ce qu'Arisa disait était vrai, alors ma capacité à apprendre des compétences était plusieurs fois, peut-être même des dizaines de fois, supérieure à celle d'une personne moyenne. D'une certaine manière, c'était un avantage aussi unique que les compétences pluie de météores, et explorer toute la carte. Il valait probablement mieux m'assurer de pouvoir faire entièrement confiance à Arisa avant de lui parler de tout ça. En attendant, je garderai le secret. Arisa, que se passe-t-il quand on apprend une nouvelle compétence? J'en choisis une dans la liste, bien sûr. Donc, c'était pareil. Non, attends, j'avais l'impression de mal comprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qui fait que les nouvelles compétences apparaissent dans la liste? Quand mes points de compétence augmentent. Si tu remplis certaines conditions, comme le nombre de points de compétence ou une compétence inférieure associée, la nouvelle compétence apparaît. Elles apparaissent lorsque tu as la moitié des points requis, ce qui est pratique. Tu peux décider de les dépenser maintenant ou de les conserver pour une meilleure compétence. C'est différent aussi. Dans mon cas, j'ai appris des compétences simplement en effectuant une action connexe. Même si elles ne les ont pas apprises aussi facilement que moi, les filles bêtes semblaient les acquérir de la même manière. Sans parler de ma propre situation, j'ai fait une remarque expérimentale sur le fait que la façon dont les filles hommes bêtes acquéraient leurs compétences semblait différente de celle d'Arisa, mais elle a simplement répondu qu'il existait des systèmes spéciaux pour les transferts et les transmigrations. Bien que nous ayons un peu dévié du sujet, j'ai écouté le reste de l'explication d'Arisa. Vérification de l'état personnel est exactement ce que son nom indique, une compétence qui me permet de consulter mon propre état. Elle fournit bien plus d'informations qu'une pierre Yamato. Plus importante encore, elle me permet de gérer mes statistiques, comme la FOR et l'INT, et de choisir comment allouer les points de compétence. Apparemment, c'était cette compétence qui lui permettait de choisir quelle compétence apprendre dans une liste lors de sa montée de niveau. Mais elle pouvait aussi choisir comment ces valeurs d'attributs étaient attribuées. Mon menu n'avait pas cette fonctionnalité. J'avais l'impression qu'il était comme un sous-ensemble de ce qu'Arisa avait décrit. Masquer les compétences me permet de dissimuler des informations sur les compétences que je possède. Une fois utilisées, mes compétences apparaîtront comme « aucune », même pour les pierres Yamato et « analyse », jusqu'à ce que je la désactive. Le fait que ces compétences apparaissent comme « inconnues » dans mon menu signifiait-il que j'avais une compétence d'analyse différente? Vérification du statut me permet de consulter le statut des autres. Pour être honnête, analyse aurait été mieux, mais je n'avais pas assez de points bonus de transmigration. Pour tester, je l'ai laissé lire mon statut, mais elle n'a obtenu que les informations de mon profil réseau, comme une pierre Yamato. Arisa m'a expliqué qu'analyse était une compétence d'analyse comme vérification du statut, mais plus complète, même si pour consulter les statuts, elle n'était pas beaucoup plus puissante que vérification du statut. D'ailleurs, un dieu avait donné à Arisa les compétences de dissimulation, de sorte que même les personnes possédant des compétences d'analyse ne pouvaient pas les déchiffrer, dit-elle. Je suppose que c'est pour cela qu'elles affichaient « inconnues », même sur mon écran. Normalement, une fois les compétences de dissimulation apprises,
L'autre personne devait simplement avoir un niveau de compétence, vérification d'état, supérieur à celui des compétences de dissimulation utilisées. Mais mon menu réseau, où je pouvais modifier le profil visible par les autres, était encore plus flexible que les compétences de dissimulation d'Arisa. La boîte à objets est exactement comme son nom l'indique. C'est un système de stockage d'objets comme dans beaucoup de jeux. Contrairement à l'inventaire illimité standard des héros, son espace est limité, mais il n'est ni encombrant ni lourd, ce qui le rend très utile. Quand je lui ai demandé quelles étaient les limites, elle m'a expliqué qu'elle pouvait transporter jusqu'à 100 objets différents, le même pouvant être empilé jusqu'à 100 unités chacun. Un système très ludique. Pour les objets informes, comme l'eau, une unité équivalait apparemment à environ 1 litre. Arisa a fièrement fait remarquer qu'elle avait découvert une astuce lui permettant de ranger de nombreux petits objets dans un sac avant de les stocker pour obtenir le même effet, en comptant par volume plutôt que par quantité. Mon système de stockage ressemblait davantage à l'inventaire illimité qu'elle mentionnait. Je ne savais pas s'il y avait une différence autre que le nom, mais c'était utile dans les deux cas, alors je ne pensais pas que cela avait d'importance. J'ai soif à force de parler. Comme Arisa toussait un peu et se tenait la gorge, j'ai commencé à me lever pour lui apporter de l'eau, mais elle m'a arrêté de sa main libre. Elle m'a plutôt suggéré une démonstration de sa boîte à objets, alors je lui ai dit d'y aller. Boîte à objets, ouvre. Arisa murmura un chant et agita la main théâtralement, et un trou noir s'ouvrit devant elle. Est-ce la boîte à objets? Je n'obtins aucun trou noir ni effet fantaisiste lorsque je déplaçais des objets dans ou hors du stockage. Arisa plongea ses mains dans le trou noir et en sortit aussitôt une carafe d'eau. Elle la porta à ses lèvres et but à même le récipient, son visage de profil était très fier. Un peu d'eau coula sur ses lèvres et sur sa poitrine nue. Même sa façon de boire était trop osée pour une fille de son âge. Quel âge avait-elle à l'intérieur, vraiment? Au moins, utilise une tasse, dis-je, espérant qu'elle se tienne bien, mais elle m'informa qu'elle essayait de limiter l'utilisation de la boîte au minimum, car chaque objet sorti ou rangé lui coûtait des PM. Elle avait besoin de magie juste pour ranger ses affaires? C'était différent du stockage, aussi. Arisa termina de boire et commença à ranger la carafe d'eau, alors je lui demandai de me laisser essayer. C'était un peu comme mettre quelque chose dans une boîte noire dans laquelle je distinguais vaguement les contours d'autres objets. Plus grand que compétence acquise, boîte à objets. Je n'avais pas vraiment besoin d'une compétence qui ne soit qu'une version inférieure de stockage, mais bon. Plus importante encore, j'étais curieux de savoir si l'une de ses compétences restantes, ne jamais abandonnée ou surpuissance, avait permis à sa magie psy de m'affecter malgré nos 300 niveaux de différence de puissance. Arisa ricana. Eh bien, tu as fait une bonne affaire, non? Peu de gens peuvent se vanter d'avoir un esclave avec une compétence pareille. Qu'est-ce que tu as d'autre? Burk. Arisa grommela quelque chose à propos de ma cupidité, feignant d'être réticente avant de lever les mains au ciel, comme le font les étrangers, pour dire « j'abandonne ». C'était un peu excessif, alors je lui ai asséné un léger coup de poing au sommet de la tête. Bien sûr, j'ai veillé à ne pas la blesser par erreur. Quelle impolitesse, j'ai 2 compétences uniques, merci beaucoup. Elle prenait maintenant une pose triomphante, ne suis-je pas incroyable? Alors je lui ai bourriffé les cheveux un peu plus brutalement que nécessaire. Elle semblait ravie, malgré ses protestations, me disant que je la décoifferais. Mais pourquoi les appelait-elle « compétences uniques » et non « aptitudes », comme l'indiquait son écran d'état? Interrompant cette réflexion, Arisa commença son explication. Même Lulu ne connaît pas ça. La première s'appelle « Overboost ». Elle utilise toute ma magie et mon endurance pour décupler l'effet d'une compétence ou d'un sort. Incroyable, non? Une compétence digne d'une héroïne. En fait, on aurait dit un coup de canon. L'autre s'appelle jamais abandonner. C'est un pouvoir qui me permet de tenir bon, quelle que soit la force de l'adversaire. Plus précisément, quelle que soit la défense ou le niveau de l'ennemi, cela donne à ma magie et à mes attaques au moins 10% de chance de l'affecter. Incroyable, non? Celle-là était incroyable, je devais l'admettre. C'est sans doute comme ça qu'elle avait réussi à percer ma résistance magique auparavant. Il y avait beaucoup de lignes dans mon journal qui disaient « résistance magique », donc il n'y avait pas d'autre explication. Cependant, je ne peux l'utiliser que 3 fois. Je récupère une utilisation par mois, par contre. Comme ma magie ne fonctionnait pas très bien sur vous, maître, j'ai fini par épuiser les 3 utilisations plus tôt. Quelle compétence pénible, j'imagine que j'ai eu de la chance de ne pas être son ennemi. Plus tard, elle m'a expliqué que même activée, elle était inutile contre un ennemi totalement résistant. Par exemple, il serait inutile d'essayer d'utiliser « lance-flamme » contre un dragon de feu insensible aux attaques de feu. Au fait, maître, combien de compétences uniques possédez-vous? Vous voulez juste savoir combien? Pas lesquelles? C'est vrai. Franchement, les compétences uniques sont nos atouts, alors mieux vaut ne révéler à personne les vôtres. J'étais sûre qu'elle allait me poser toutes sortes de questions,
mais à ma grande surprise, elle m'a fermement déconseillé d'en parler. Quoi qu'il en soit, je n'avais même pas de compétence unique. Peut-être que le menu lui-même ou le sort pluie de météores avec lequel j'avais commencé pouvait être considéré comme des compétences uniques, mais comment le savoir? En parcourant chaque onglet du menu, j'ai remarqué une option discrète intitulée « Capacité » dans l'onglet « Paramètres ». Lorsque je l'ai sélectionnée, 4 noms sont apparus. J'en ai 4. Oh là là, c'est remarquable. D'après le Dieu que j'ai rencontré, plus une personne possède de compétences, plus son âme est grande. Calibre? Je doutais qu'un roturier de la classe moyenne comme moi ait une âme particulièrement impressionnante. Au fait, mes 4 capacités se sont avérées être menu, création d'unités, déploiement d'unités et immortalité. Alors, ce menu est une capacité, non? Il semblait suivre un modèle similaire aux compétences uniques d'Arisa, alors autant le considérer comme tel pour éviter que les choses ne se compliquent trop. Le fait que mon stockage, mon radar, ma carte, etc. n'apparaissent pas dans mes compétences uniques signifiait qu'ils faisaient tout partie de ma compétence menu. À mon arrivée, j'ai peut-être trouvé ça un peu bancal, mais je n'ai absolument pas ressenti ça après avoir expérimenté l'utilité du menu dans le labyrinthe. Les 2 compétences liées aux unités semblaient tout droit sorties d'un jeu de stratégie, mais elles étaient grisées et impossibles à sélectionner. Immortalité l'était aussi, donc j'ai dû supposer qu'une condition devait être remplie pour les activer. Ma meilleure hypothèse était que l'immortalité était la capacité de ressusciter. Dans une église ou quelque chose comme ça, après avoir été tué, comme dans un jeu. Est-ce que ça voulait dire que la condition de libération de cette compétence était de mourir? Je préfère ne pas tester, donc si c'était le cas, j'imagine qu'elle ne serait pas activée avant un bon moment. De toute façon, inutile de gaspiller mon précieux temps sur quelque chose dont je ne pouvais pas déchiffrer la réponse par la seule logique, alors j'ai mis cette pensée de côté. J'aimerais en savoir plus sur certaines choses. Vas-y, comment peux-tu utiliser la magie psychique sans incantation? Elle l'avait certainement déjà utilisée devant l'auberge, mais je ne l'avais pas vu incanter quoi que ce soit. Eh bien, c'est une sorte de fonction cachée de la vérification de statut personnel. Une fois que j'ai appris un sort, il me suffit de penser au dernier mot de commande pour l'utiliser. J'ai eu un peu d'espoir pendant une seconde, mais apparemment, il fallait utiliser le chant une fois pour apprendre un sort. Je suppose que le seul moyen d'éviter d'apprendre un chant difficile était d'utiliser un parchemin magique. Bon, j'avais plein d'argent, alors j'ai pu demander à Zena ou à quelqu'un ou trouver une boutique de magie ou acheter d'autres parchemins. Ça veut dire que tu ne peux pas utiliser la magie, maître? J'ai du mal avec les chants. Ce n'était pas un mensonge. Il y avait 3 sorts que je pouvais utiliser, mais c'était des cas particuliers. Oh, bien sûr, j'ai failli abandonner moi aussi quand j'ai entendu quelqu'un d'autre chanter un sort pour la première fois. Finalement, ça m'a pris environ 1 an. C'est juste, j'ai essayé seulement 2 jours, ou 2 heures, en fait. Quoi? C'est vraiment pas le temps. Si c'était aussi facile à apprendre, il y aurait beaucoup plus de sorciers ici. Je n'avais pas de réponse. Profitant de mon moment de silence, Arisa se plaignit d'avoir froid et commença à s'accrocher à moi. La décollant délicatement, je pris ses vêtements et sa couverture près du lit et les lui glissai. Maintenant, dis-moi ce que tu as dans ta boîte à objets. Je ne veux pas que tu sortes un couteau, du poison ou autre chose et que tu me tues pendant mon sommeil. À en juger par nos échanges jusqu'ici, elle ne semblait pas avoir de mauvaises intentions envers moi, mais son histoire de « coup de foudre » était assez ridicule, alors je me suis dit qu'il valait mieux ne pas baisser la garde pour l'instant. Voyons voir, j'ai 5 livres de magie, principalement sur la magie psychique. Arisa empila quelques livres épais, reliés en cuir, sur le lit. Un léger parfum de pages anciennes, d'époque révolue, emplissait l'air. D'après ma compétence, estimation, ces livres valaient bien plus que ce que j'avais payé pour Arisa et Lulu. Si tu les vendais, ne pourrais-tu pas acheter ta propre liberté? Si un esclave possède de tels biens, les gens les confisqueront sans hésiter. Et si quelqu'un aux cheveux violets comme moi sortait un livre sur un sujet aussi abhorré que la magie psychique, impossible de savoir ce qui m'arriverait. J'imagine qu'avec un nom comme « magie psychique », les gens étaient forcément effrayés par le lavage de cerveau, le contrôle mental, etc. Alors, n'aurais-tu pas dû étudier une autre forme de magie, pour ne pas être persécuté? C'est tout ce que j'ai pu trouver. Je voulais apprendre la magie, alors je me suis formé tout seul avec ça. Eh bien, je comprenais parfaitement ce désir d'utiliser la magie. Plus important encore, les cheveux violets sont-ils de mauvais augure? C'est considéré comme un mauvais présage, que ce soit pour la couleur des cheveux ou celle des yeux. Peu de gens en connaissent la raison, mais chaque fois qu'un malheur arrive, on l'attribue toujours à ma couleur de cheveux. À bien y penser, le marchand d'esclaves Nidoren avait lui aussi dit quelque chose du même genre. C'est dommage, c'est le genre de couleur qu'une grand-mère élégante se teindrait les cheveux. Pépé-il de me comparer à ça, entre toutes.
L'air fatigué et abattu, Arisa s'adossa au lit, ses beaux cheveux violets ondulants. Dommage qu'une si jolie couleur soit considérée comme odieuse sans raison apparente. Oups, on a encore dévié du sujet. Revenons à l'essentiel. C'est tout ce que tu as dans la boîte à objets? Il y a aussi la carafe d'eau que j'avais avant et quelques vêtements de rechange. Dois-je les sortir? Oui, s'il te plaît. Tu peux laisser la carafe d'eau dedans. Voir les vêtements qu'Arisa avait sortis me donna mal à la tête. Un yukata, un costume de marin, une tenue de soubrette à moitié finie. Tout semblait fait main. Arisa ne savait pas coudre, mais elle était apparemment douée avant sa réincarnation. J'ai également noté les titres des livres de magie, puis je lui ai demandé de tout remettre dans la boîte à objets. Tu ne vas pas les emporter? Arisa avait incliné la tête avec anxiété, alors j'ai répondu clairement. Je te demanderai probablement de me les montrer un jour, mais non, je ne vois pas pourquoi je les emporterais. On me prendrait pour une sorte de pervers si je trimballais des costumes de marin et des tenues de soubrette taille enfant, de toute façon. Oh, je sais, mets ça aussi dans la boîte à objets. J'ai sorti une petite pochette du rangement, sous l'oreiller, puis je l'ai tendue à Arisa. Elle est lourde. Puis-je regarder à l'intérieur? Bien sûr, vas-y, il devrait y avoir 10 pièces d'or en tout. N'hésite pas à les utiliser en cas d'urgence. Outre la monnaie Shigan, j'avais aussi mis des pièces du royaume de Saga. C'était un monde dangereux, où un simple rendez-vous en ville pouvait vous entraîner dans des émeutes et des donjons qui apparaissaient sous vos pieds. J'ai pensé qu'il valait mieux lui donner un peu d'argent, au cas où quelque chose arriverait. Vous donnez de l'or à une esclave. Maître, êtes-vous très riche? J'ai juste eu une petite aubaine, c'est tout. Les yeux d'Arisa s'écarquillèrent en voyant le contenu de la bourse. J'avais prévu une petite somme, mais j'ai découvert plus tard que le salaire mensuel d'un roturier s'élevait à moins d'une pièce d'or. Le coût de la vie était clairement différent ici, donc je ne pouvais pas l'affirmer avec certitude, mais j'avais l'impression qu'une pièce d'or valait entre 50 et 100 000 yens. Ce n'était pas beaucoup pour vivre. Je suis sûr que vous le savez, mais ne l'utilisez qu'en cas d'urgence, d'accord? Bien sûr, il y avait une ambiguïté dans la réponse d'Arisa qui me déplaisait, mais comme je ne pouvais confier l'argent à personne d'autre, j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. J'avais la compétence, couture, alors je pourrais peut-être fabriquer des amulettes pour les autres enfants avec une pièce d'or cousue à l'intérieur. Arisa, j'ai une dernière question. Bon, on y va. La réponse joviale d'Arisa la faisait ressembler à une joueuse de baseball. Puis-je te demander comment tu es devenue esclave? Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas en parler. Arisa hésita un instant, puis prit lentement la parole. J'ai essayé d'utiliser les connaissances acquises dans ma vie antérieure pour faire prospérer ma ville natale. Mais j'ai échoué. J'étais princesse à l'époque, tu sais, ajouta-t-elle d'un ton léger. Tout s'est bien passé au début, mais j'ai ensuite connu un échec si anormal que le royaume a sombré dans la guerre civile, et finalement, un pays voisin m'a capturé. Qu'as-tu fait? Juste une réforme agraire classique. Pour fonder mon règne, je leur ai montré l'utilisation de l'humus, des engrais, la rotation des cultures sur 4 champs et d'autres astuces de base. Je n'avais jamais entendu parler de « astuces » en politique intérieure. J'ai supposé que cela signifiait qu'elle avait utilisé ses connaissances avancées pour améliorer l'agriculture du royaume. Mais comment cela a-t-il pu échouer à ce point que le royaume tout entier s'est effondré? C'est pourquoi j'ai qualifié cela d'échec anormal. Toutes les cultures que nous avions plantées sur la terre végétale riche en humus ont échoué. L'engrais en décomposition fut soudain infesté de monstres ressemblant à des insectes, et les champs en jachère, qui retrouvaient leur fertilité grâce aux trèfles et aux navets, se détériorèrent et devinrent stériles. Ce genre de choses, cela ressemblait certainement au genre de phénomène qu'on trouve dans un monde fantastique, mais puisqu'elle avait ajouté le mot « contre nature ». Quelqu'un a-t-il causé tout ça? Oui, mais je ne l'ai su que bien plus tard. À l'époque, je me sentais terriblement mal, convaincu que c'était à cause des différences entre le sol de ce monde et celui d'où nous venions. Ils ont commencé à me traiter de « sorcière du royaume perdu » et de « princesse folle ». Voilà donc d'où venaient ces surnoms. Je suis désolé, Arisa. J'ai supposé que tu utilisais la magie psychique pour manipuler le royaume et créer un harem de beaux jeunes hommes, ou quelque chose comme ça. Mais si le coupable voulait s'emparer du royaume, quel serait l'intérêt de le détruire? Ça n'a pas beaucoup de sens. Il ne se souciait pas de l'état d'un royaume appauvri. Il voulait juste le labyrinthe desséché, qui se trouvait sous le château. Arisa se mordit le bout des doigts, frustré. Une fois le pays conquis, ils apaisèrent la colère des citoyens en exécutant publiquement le roi, la reine et le prince héritier. Le regret assombrissant son visage, les yeux d'Arisa s'emplirent de larmes. Puis ils rassemblèrent les princes et princesses restants et dirent « Ce royaume a été détruit à cause de ta stupidité. Tu n'es pas digne de la royauté. » Sur leurs ordres, les sorciers royaux utilisèrent un don appelé « Jess » sur les enfants, à commencer par moi. Ce don maudit la victime, la condamnant à l'esclavage jusqu'à sa mort.
Persuadé que le royaume avait été ruiné à cause de mes actes, j'acceptai la malédiction et devins esclave. Je tendis la main sous l'oreiller pour utiliser un nouveau stockage et sortis un mouchoir pour essuyer ses larmes. Pourquoi te réduirait-il à l'esclavage? Afin d'accomplir un rituel visant à raviver le labyrinthe flétri dont j'ai parlé plus tôt. Les esclaves ne peuvent ni riposter ni fuir, et contrairement à un contrat, une seule personne dans tout le royaume pouvait défaire un geste. Arisa serrait fermement le mouchoir d'une main et la mienne de l'autre, tout en poursuivant. Chaque mois, la nuit de pleine lune, l'un de nous était envoyé dans le labyrinthe en sacrifice pour ce terrible rituel. Sa prise sur ma main se relâcha. Au bout d'un an, le labyrinthe avait été ressuscité. Les deux seules victimes survivantes étaient Lulu, l'enfant illégitime de mon père, et moi, avec mes cheveux violets. Nous avons été emmenés de la tour où nous étions emprisonnés vers une villa voisine. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous ont pas éliminés sur le champ. Peut-être nous gardaient-ils comme réserve au cas où le labyrinthe aurait besoin d'être ressuscité. Si Lulu était l'enfant illégitime d'un roi, cela devait en faire techniquement une fille de sang royal. Comme elle semblait être de races très différentes, j'avais supposé qu'Arisa et Lulu étaient demi-sœurs, mais je suppose qu'elles étaient liées par le sang après tout. Puis, la nuit de la pleine lune suivante, une tragédie se produisit. Un démon de l'enfer surgit de nulle part, détruisant le château et la ville environnante. La villa où nous étions brûla également, et Lulu s'enfuit avec moi dans les montagnes. Arisa avait reçu l'ordre de ne pas quitter la villa, mais elle en fut libérée lorsque le château fut détruit et que le serviteur qui avait été enregistré comme son maître fut tué. Je pensais que j'y mourrais brûlée vive, mais comme j'ai remarqué que le titre de Lulu était devenu « sans maître », nous avons pu nous échapper de justesse. Si j'avais été seule, j'y serais sûrement morte. Arisa était assise sur mes genoux, la main dans la mienne. Sa main tremblait encore, alors je la laissai là. Après ça, nous avons erré dans les montagnes jusqu'à ce que le marchand d'esclaves Nidoren nous trouve, alors que nous étions au seuil de la mort. Après tout, les esclaves sans maître ne peuvent pas entrer dans une ville comme ça. J'ai fait de mon mieux pour faire le minimum d'histoire pour éviter d'être vendue à un noble pervers. J'ai cru que le stress allait me faire un trou dans l'estomac. Elle appuyait sa petite tête sur mon bras, je ne pouvais donc pas voir son visage. Tu n'aurais pas pu manipuler Nidoren avec la magie psychique pour qu'il te traite comme ses filles, ou quelque chose comme ça? Tu as raison, mais j'étais tellement déterminée à bien me tenir que je n'y ai pensé qu'après avoir rempli le contrat pour devenir les esclaves de Nidoren. Tu aurais quand même pu utiliser la magie pour le manipuler après ça. Si je l'avais fait, ça aurait été une violation du contrat. Mon collier se serait resserré autour de mon cou, j'aurais même pu mourir. Attends une minute, je tournai la tête d'Arisa vers moi. Tu ne viens pas d'utiliser la magie sur moi tout à l'heure? Comment est-ce que ce n'est pas une violation de notre contrat? Levant les yeux vers moi, elle esquissa un léger sourire. Ça faisait partie de mon service d'esclave. J'ai prêté serment lors de la cérémonie du contrat, tu te souviens? De jour comme de nuit, je servirai toujours mon maître de toutes mes forces. Tu vois, j'utilisais juste ma magie pour te servir, énergétiquement. Alors, si tu acceptais de te soumettre et d'embrasser mon corps, je peux. Elle recommença à m'attaquer avec des mains avides, mais je l'arrêtai d'un nouveau coup de karaté au front. Au fait, quel était le but de ce démon de l'enfer? Aucune idée. Connaissant les démons, ils cherchaient probablement juste un labyrinthe où élever un seigneur démon, non? Ça voulait dire que c'était des parasites de couvée, alors? Comme des coucous, les labyrinthes existent-ils pour engendrer des seigneurs démons? Certains érudits l'affirment, mais les dieux ne l'ont ni confirmé ni infirmé. Pourtant, presque tous les seigneurs démons apparus jusqu'à présent ont d'abord été aperçus près d'un labyrinthe. Alors, Monsieur Œil a-t-il créé le labyrinthe de Serious City pour y invoquer un seigneur démon? À bien y penser, je crois que la propriétaire de l'auberge du front de porte avait déjà dit quelque chose de similaire. Ah oui, puis-je vous poser une question, maître? Laquelle? Avant d'entrer dans l'auberge, vous avez dit que vous n'auriez pas réussi à sortir vivant du labyrinthe sans Lisa et les deux autres, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Êtes-vous déjà allé à Selivra, la cité labyrinthe? Non, c'était la ville où les demi-humains étaient le moins discriminés, n'est-ce pas? Je ne savais pas si les rues formaient un labyrinthe ou s'il y avait des entrées à un labyrinthe en périphérie, mais je voulais le voir de mes propres yeux un jour. Alors, c'était un labyrinthe dans un autre royaume? Non, non, je voulais dire celui qui s'est formé ici même, à Serious. Quoi? S'écria Arisa, un instant interloqué. Alors, la perturbation dans laquelle Nidoren s'est retrouvée était un labyrinthe? Une fois revenue à elle, elle me cria presque la question. Ton visage est trop près. La repoussant, je lui expliquai l'émeute à laquelle nous étions confrontés et comment le démon avait créé un labyrinthe. Je mettais le passage où j'avais enfilé un masque d'argent et vaincu un démon de l'enfer majeur. Alors, tu dis que ce démon de l'enfer a créé un nouveau labyrinthe? J'acquiesçais devant l'étonnement d'Arisa. Était-ce si surprenant?
Eh bien, il n'y a que 6 labyrinthes vivants sur tout ce continent. Le plus récent a été créé il y a plus de 100 ans. J'ai lu dans un livre qu'il provenait du cadavre d'un seigneur démon. Puisqu'un démon de l'enfer mineur l'a créé, j'ai supposé que les labyrinthes étaient monnaie courante par ici. Comme si c'était si facile. On dit qu'il est impossible de créer un labyrinthe sans un artefact légendaire. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu essayer de faire? Produire en masse plus de démons et combattre des héros, par exemple? Ignorant ma réponse arbitraire, Arisa réfléchit sérieusement. Poser tes mains sur mes épaules pendant ce temps, c'est bien, mais arrête d'essayer de m'entourer la taille. Si c'était tout, un vieux labyrinthe comme celui de Célivra ferait parfaitement l'affaire. Plus un labyrinthe est ancien, plus il est grand, alors je ne vois pas pourquoi il se donnerait la peine d'en créer un nouveau. Alors peut-être que c'était juste une diversion ou une stratégie pour l'avenir. Comme pour attirer l'attention du héros, ou quelque chose comme ça. C'est possible. Arisa n'avait pas l'air convaincu. Je lui ai caressé doucement la tête. Il y avait bien trop peu d'informations pour comprendre ce que le démon pensait. Au moins, il n'y avait aucun démon dans le comté ni dans le labyrinthe, et il ne semblait pas y avoir de dissimulation mimétique comme le démon oculaire auparavant. On pourrait peut-être en invoquer un, comme le grand que j'avais battu auparavant, mais inutile de s'en inquiéter avant que cela n'arrive. Si je laissais ce genre de choses m'accabler tout le temps, je deviendrais probablement chauve. Je pourrais peut-être entrer dans le labyrinthe de Serious City, moi aussi? Arisa leva les yeux vers moi d'un air sérieux. Bon, mais pourquoi bomber le torse comme ça? Je ne crois pas. D'après ce que j'ai entendu dire par une personne d'autorité, l'entrée est actuellement en quarantaine. Je vois. Enfin, Zena ne l'avait pas vraiment dit, mais c'est ce que j'avais compris de ce qu'elle m'avait dit au château. Pourquoi veux-tu entrer dans le labyrinthe, au fait? Que pourrais-tu faire dans un endroit aussi dangereux, rempli de monstres? Je veux entrer à cause des monstres. Ah, tu leur en veux, ou quoi? Rien de tout ça. Je veux juste monter de niveau. Monter de niveau, ce n'est pas un jeu. Mais je suppose que le fait que ce soit la réalité est une raison de plus pour vouloir monter de niveau. Par exemple, lorsque le niveau des filles bestiales augmentait, leurs statistiques de base augmentaient, tout comme leurs chances de survie. Dans ce monde dangereux, un niveau élevé était primordial. Pourtant, les citoyens avaient un niveau assez bas malgré tout. Même les soldats n'étaient qu'au niveau 5 à 7. Si tu veux vraiment y aller, je peux demander à mon ami pour toi. Arisa semblait si perdue dans ses pensées que j'avais lâché ces mots sans réfléchir. Vraiment? Bien sûr, mais je ne sais pas s'ils seront d'accord, alors ne te fais pas trop d'illusions. D'accord, merci. Le visage d'Arisa rayonnait d'une adoration égoïste, alors je l'ai rapidement retiré et j'ai finalement réussi à lui faire descendre une chemise. Il n'y a pas d'autre méthode pour monter de niveau que de vaincre des monstres? Bien sûr qu'il y en a, mais c'est la plus efficace. Ce système me faisait penser à un MMORPG. Quand je jouais, je partais toujours chasser les monstres qui rapportaient le plus de XP. Apparemment, tuer des monstres rapporte bien plus d'expérience que tuer des gens ou des animaux. C'est seulement ce que j'ai compris en écoutant les soldats et les chevaliers du château, donc je ne connais pas les détails. C'était sans doute mieux ainsi. S'ils procuraient tous la même expérience, j'imaginerais facilement des nobles massacrant des esclaves et des paysans pour gagner des niveaux, ou élevant du bétail pour le tuer et non pour le manger. As-tu aussi gagné ton niveau en vainquant des monstres, Arisa? Ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais non, je l'ai fait en lisant des livres. Le savais-tu? En acquérant de nouvelles connaissances, on gagne une certaine quantité d'expérience. Grâce à cela, j'ai pu monter de niveau alors que j'étais encore confiné au château. Oh, je comprends. Comme ce n'était pas vraiment un jeu, je suppose que ça n'aurait pas beaucoup de sens si le combat était le seul moyen de progresser. Pendant le reste de la soirée, Arisa et moi avons discuté des systèmes de ce monde jusqu'à ce qu'elle s'endorme.